Alors, Hamzat Boukari Yabara, est-ce que l'Afrique a un droit spécial à la parole? Oui, oui, je pense qu'elle a un droit spécial à la parole, tout simplement parce que très souvent, on décide à sa place et que l'histoire de l'Afrique est très particulière du fait que le monde s'est construit en grande partie grâce à l'Afrique, si on tient compte de la manière dont les États-Unis d'Amérique se sont construits. Donc je pense qu'il y a un droit spécial à la parole. Il y a un certain nombre de demandes spécifiques, les réparations et bien d'autres qui, à mon sens, ont un sens. Et la question des réparations va aussi dans un cadre scientifique. Il y a un savoir qui a été arraché, qui a été déporté, que l'on retrouve dans les Amériques, qui a permis à d'autres fortunes ou puissances de se constituer en privant ceux qui en étaient détenteurs à l'origine. Donc il y a un droit de partage ou un droit de retour de ce qui a été pris. Ensuite, il y a aussi une spécificité du fait que les Africains, donc les Noirs, ont quand même été le groupe social, et je dis bien le groupe social et non pas le groupe racial, qui a été le plus assimilé justement à de la monnaie ou à de la vente à travers justement cet esclavage-là. Donc il y a une humanité, je pense, à retrouver, et c'est fondamental puisque l'évolution démographique fait que le monde sera de plus en plus africain et que bientôt, pour définir ce qu'est un humain, eh bien, il faudra passer par définir ce qu'est un Africain. Donc, si on veut se définir comme des personnes dignes et responsables, il faudra que les Africains puissent avoir une parole digne et responsable et qu'ils soient également traités de cette manière-là. Là, je pense qu'on est dans le cœur du débat. Penser l'Afrique, penser le monde. Donc, dans un monde partagé, dans un monde globalisé où l'Afrique est partout, où nous sommes tous co-responsables, en quoi est-ce que réfléchir sur l'Afrique, ça nous permet de réfléchir sur le monde et sur l'humanité? Mais je pense que l'Afrique va peser d'un poids essentiel pour toute une série de raisons dans le XXIe siècle et dans les siècles qui viennent. De même qu'elle a pesé d'un poids important précédemment, même et en plus que nous en sommes tous originaires au départ. Donc l'Afrique a été quand même le double berceau de l'humanité, du genre humain et puis d'Homo sapiens. Il y a le poids démographique, donc je le répète, mais et pour l'Europe, si on ne parvient pas à aider et à trouver des solutions ensemble à comment finalement le fond du problème, c'est améliorer la qualité de vie en Afrique pour les nouvelles générations africaines. Si on ne parvient pas à trouver cette solution-là, eh bien, c'est clair que le continent africain va de plus en plus continuer à essayer de venir où il peut. Et l'Europe ne peut pas rester dans cette posture de citadelle assiégée. Ça ne fonctionne pas et ça ne va pas fonctionner. L'Afrique aussi, les Chinois l'ont bien compris, des terres rares aux surfaces agraires. L'Afrique est aussi une réserve de matières premières absolument exceptionnelle. L'Afrique a un potentiel en matière d'énergie absolument étourdissant. Si finalement on parvenait à faire les barrages qu'il faut sur le fleuve Congo, si on parvenait à mettre, et on est en train d'arriver à des solutions avec la baisse du coût du photovoltaïque, à des solutions dans le Sahel en matière d'énergie. Mais actuellement, seulement moins d'un Africain sur 3 a accès à quelque chose d'aussi basique que l'électricité. Donc ça, c'est des choses extrêmement importante. Donc je pense que vraiment, à une série de niveaux, l'Afrique est une pièce essentielle de la globalisation. On aurait bien tort de le négliger. Et donc le défi, c'est aussi de penser comment faire évoluer ce continent, parce qu'il y a les problèmes que l'on connaît de corruption, d'absence d'état de droit, des problèmes liés à la démocratie, des problèmes de guerre, les problèmes de découpage. Vous parliez de découpage géographique. Ben, je pensais à Sonny Laboutanse, que j'ai eu la chance, avec qui j'ai eu la chance de passer une soirée. Hein, il faut se rappeler, il est né à Kinshasa et il est mort à Brazzaville, enfin à Léopoldville et puis Brazzaville. Et je me rappelle, dans cette soirée, il fulminait en disant, mais enfin, il y a encore quelques années, je pouvais me lever le matin à Brazzaville, décider d'aller boire une bière et voir les copains à Kin et rentrer chez moi le soir. Maintenant, c'est devenu impossible. Mais c'est des frontières qui sont devenues encore beaucoup plus étanches maintenant à l'époque contemporaine qu'elles ne l'ont jamais été aux périodes coloniales. Donc il y a quand même des problèmes là. Donc pour revenir à la place de l'Afrique, je pense, pour les raisons que j'ai évoquées, que
va être une pièce maîtresse dans l'équilibre du monde qui vient. Oui, en fait, c'est la question de la gouvernementalité. C'est un terme de Michel Foucault, c'est-à-dire comment finalement ce monde-là va se gouverner, comment il va évoluer, est-ce qu'il va encore avoir une direction, est-ce qu'il part dans tous les sens, la Chine, les États-Unis, etc. Donc c'est vraiment des réflexions contemporaines. Et le cas de l'Afrique est extrêmement intéressant et important du fait de son histoire. Et aussi, je pense qu'on a parlé du cas de la nature. Et je crois que la nature est un thème très important. C'est Habermas qui parlait de la colonisation du monde vivant. Donc la manière dont justement nous colonisons le monde vivant. Et du coup, je crois que ça renvoie vraiment à la responsabilité du chercheur, à la responsabilité du scientifique quand il travaille sur ce genre de terrain, de comprendre que ce sont des terrains qui sont réellement fragiles. Ce sont des terrains où toute recherche scientifique peut donner ensuite lieu à des débordements idéologiques. On en sait quelque chose quand on pense à l'histoire des Grands Lacs, par exemple. Donc tout ça, ce sont, je pense, des enjeux dont on doit avoir conscience. Et on ne peut pas se projeter dans des études africaines sans avoir un minimum, je dirais, de recul et de conscience historique sur ce continent-là. Et c'est ce qui en fait aussi, je pense, sa spécificité. Maintenant, effectivement, il y a un monde qui est de plus en plus globalisé, dans lequel l'Afrique il y a des Afriques en réalité, c'est-à-dire qu'il y a des Afriques qui progressent et d'autres qui stagnent ou qui régressent. Donc il s'agit aujourd'hui, je pense, d'harmoniser les choses. Comment en fait arriver à un état des lieux, à un bilan qui permette, je dirais, d'une certaine manière d'avoir, je dirais, un panorama suffisamment stable, suffisamment solide sur lequel construire quelque chose. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et l'intérêt des réseaux de chercheurs panafricains, donc avec lesquels je travaille notamment, c'est justement d'avoir le ressenti, le pouls de ce qui se passe vraiment au plus près. C'est vrai que quand vous allez de Brazzaville à Kinshasa et que vous revenez ensuite à Brazzaville, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a deux mondes différents, mais qui sont totalement liés l'un à l'autre. Et c'est un peu partout pareil sur le continent africain. Donc c'est cette globalité déjà à l'intérieur du continent africain que l'on doit interroger. Il y a une mondialisation à l'intérieur du continent africain où on y trouve toutes les diasporas du monde entier. Et je pense que cet élément il est important parce que très souvent, quand on pense diaspora, on pense aux diasporas africaines à l'extérieur du continent africain. Mais à l'intérieur du continent africain, on a des diasporas du monde entier. Donc il y a une mondialisation qui peut s'écrire à partir même du continent africain. Et donc cette histoire, il faut la faire. Et c'est une histoire qui est assez passionnante, mais qui demande, je dirais, la collaboration de réseaux de plus en plus importants. Alors, ce qu'on entend dans un point de vue comme dans l'autre ressortir très fort, c'est la question de la mobilité. Donc, une mobilité qui est ancienne, une mobilité qui est interne au continent, une mobilité aussi vers l'extérieur. Et donc, ces circulations qui sont anciennes, mais qui peut-être aujourd'hui prennent une ampleur plus importante. Est-ce que ces circulations... comment peut-on garantir que ces circulations vont déboucher sur un dialogue et que ces circulations ne vont pas, au contraire, déboucher sur peut-être une rigidification de ces frontières, un enfermement dans les différences. Donc voilà, est-ce que vous pensez vraiment que ces circulations-là sont ce qui peut permettre de penser l'Afrique autrement, mais qu'elles sont aussi sans risque ? Je pense que la mise en réseau est quelque chose d'assez fondamental. Et dans le monde d'aujourd'hui, évidemment, les réseaux sociaux, il y a une des théories actuellement en anglais, c'est que l'Afrique va leapfrog, hein, elle va faire un saut en avant, elle va pouvoir dépasser, brûler un certain nombre d'étapes en matière de communication. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le téléphone portable, le GSM, est un changement absolument fondamental. Donc je crois que les réseaux sont très importants, mais ils ne fleurissent vraiment que quand il y a un contexte politique, économique et autres qui permet ça. Un autre aspect qui me semble important, c'est la diaspora, mais c'est une responsabilité des universités. Et c'est pour ça que je m'adresse ici à tous les doctorants aussi, s'il vous plaît, retournez dans vos pays, parce que un des grands problèmes, c'est la fuite des cerveaux, c'est le brain drain.
Actuellement, dans un certain nombre de pays, on parlait de l'Éthiopie, eh bien, il y a plus de médecins éthiopiens aux États-Unis et en Europe qu'en Éthiopie. Même chose, je crois qu'on peut multiplier. Il y a une demi-douzaine de pays africains où il y a plus de médecins nationaux de ce pays dans nos pays que sur place. Alors ça, c'est, je pense, un véritable problème. Et en même temps, on dépense, je crois, les chiffres d'il y a quelques années, quelque chose comme 4 milliards de dollars par an pour 100 000 expatriés qui remplacent une partie de l'intelligentsia africaine qui est dans nos pays. Donc ça, c'est des véritables problèmes, c'est des véritables défis. Pour avoir plusieurs de mes amis, collègues africains qui ont voulu retourner avec leur famille et qui, en quelques années, ont décidé que non, que ce n'était pas possible de revenir. Donc, on a les mobilités, les solidarités, c'est vrai. Ceci dit, j'ai peut-être tendance, en disant ça, à voir un point de vue un peu trop pessimiste par rapport à certains pays, parce qu'en même temps, je voudrais tempérer ce que je dis. Il y a aussi un certain nombre de pays où, manifestement, la croissance économique, la démocratie, la qualité de vie s'améliore, et ça, c'est important. Et donc, ça, on a toujours tendance, quand on fait un débat sur l'Afrique en général, à avoir un propos un peu réducteur et globalisant, alors qu'en fait, de pays à pays, les situations sont évidemment extrêmement différentes et changeantes. Sur cette question en particulier de la fuite des cerveaux et du fait qu'effectivement les universités américaines, canadiennes sont pleines d'intellectuels africains brillants, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, plus globalement, c'est la problématique des logiques de marché. Dans quelle mesure la connaissance qu'on produit, la science qu'on produit doit s'inscrire ou doit intégrer tel ou tel marché, y compris marché économique. Quand on souligne les logiques politiques, ce sont aussi des logiques de marché, des logiques de consultance, de consulting, qui sont très problématiques. Donc là aussi, je crois qu'il y a des enjeux fondamentaux sur les questions de redistribution, de répartition des richesses, puisque ça a été souligné par Pierre Desmarais, il y a des choses qui sont totalement absurdes en termes de ressources humaines et de ressources financières. Donc il y a un rééquilibrage à faire aujourd'hui. Revenir peut-être à plus de rationalité dans ce qu'on fait. Alors moi, je n'encourage pas nécessairement les doctorants africains à l'étranger à revenir en Afrique ou forcément dans leur pays. Ils peuvent circuler. Je pense que le droit à la circulation est très important. Mais c'est vrai que cela pose effectivement des soucis pour les pays dont sont originaires ces ressortissants-là. Maintenant, reste à savoir ce qu'on peut faire de l'extérieur lorsqu'on est à l'extérieur de son pays d'origine pour X ou Y raison. Et là, les réseaux sociaux, l'Internet, les cours virtuels par les différents logiciels font qu'on peut faire des choses. On a des universités africaines qui peuvent suivre les MOOC et avoir les mêmes diplômes qu'aux États-Unis. Donc il y a pas mal de choses qui se développent effectivement avec les nouvelles technologies. Mais on voit bien que derrière tout cela, il y a quand même des logiques de marché sur lesquelles on doit s'interroger quand on poursuit ou quand on mène sa recherche. Ces logiques de marché, on peut les constater aussi sur le terrain, dans la mesure où effectivement il y a de la captation d'informations, et on peut aussi les constater dans le rendu du travail que l'on peut faire au final. Donc ce sont des points sur lesquels tout scientifique, tout chercheur doit interroger son éthique. Et je pense que l'Afrique, du fait justement de son histoire particulière, du fait des liens entre le colonialisme et le développement d'un certain nombre de sciences sociales en Europe notamment, est un terrain qui doit être ménagé. Voilà, donc... Voilà. On entend bien aussi dans vos discours à quel point voilà, l'histoire... dans laquelle nous sommes engagés est une histoire globale. Et donc, ce qui arrive en Afrique peut... Je voudrais juste quand même rajouter un point, quand même insister dessus sur le fait que les gouvernements africains ont quand même une lourde responsabilité. Il y a un souci qui est que beaucoup de régimes considèrent que les intellectuels posent des problèmes qui n'existent pas et que le meilleur moyen de se débarrasser des problèmes, c'est de se débarrasser des intellectuels. Donc on a des problématiques d'intelligentsia qui se donnent au plus offrant. On a des difficultés justement à lier, je dirais, la recherche scientifique à des bases programmatiques d'un point de vue politique. Donc ça, ce sont effectivement des enjeux de démocratisation du savoir, de lien justement entre ce qu'on entend par démocratie et ce qu'on entend par autonomisation de la recherche. Et c'est des problématiques qui sont pesantes. Quand on retourne sur le continent africain, et qu'on est un chercheur, on est confronté à des conditions
économiques très difficiles. Et on a le chant des sirènes, des ONG, des agences de consulting qui peuvent nous payer grassement pour faire autre chose que ce sur quoi on s'était engagé. Donc là aussi, il y a des éléments de conviction. Qu'est-ce que l'on veut faire, qu'est-ce que l'on veut apporter au continent africain en termes d'avancées scientifiques. Et ça aussi, ce sont des éléments que l'on peut acquérir à l'extérieur du continent africain. Les militants panafricanistes, beaucoup se sont formés à l'extérieur du continent africain et les années étudiantes ont été des années de rencontres très importantes avec aussi l'intelligentsia européenne. On a des étudiants africains qui ont milité dans le Paris des années 60 et qui, quand ils sont retournés dans leur pays, qu'ils ont été emprisonnés par les régimes, eh bien, Dieu merci, ils avaient noué contact avec Jean-Paul Sartre ou avec d'autres intellectuels qui ont fait aussi des lettres, des pétitions pour permettre à ces intellectuels de retrouver la liberté. Donc la liberté académique en Afrique, c'est un point sur lequel, à distance, on peut agir. Et ça, c'est un pouvoir que vous avez ici, mais qu'on cherche bien évidemment à effacer pour avoir justement cet équilibre entre le Nord et le Sud. Je crois qu'on va donner la parole encore une fois à Sony. Si l'Afrique meurt, elle ne fera qu'inaugurer le cosmocide. Parce que nous restons la seule chance de survie pour l'humanité. Survie physique, entendez, mais aussi et surtout survie poétique. Nous sommes dépositaires de la survie mythique de l'humanité parce que nous n'avons pas crevé notre génie intime. Nous dilapidons nos forêts, notre pétrole, toutes nos matières premières, mais notre réserve de virginité reste insondable. Un jour, les singeries, les grimaces, les simulacres s'arrêteront, faute de carburant. L'ancien imitateur voudra respirer au lieu de singer la pensée, il voudra concevoir, appréhender, peser, interroger. Et ça sera la renaissance de l'esprit, de la poésie. Nous sommes une époque spéciale de l'histoire de la raison. Le médicament le plus connu de notre temps, le plus prescrit, le plus consommé, pourrait être la démocratie ou la loi de la majorité. Et croyez-moi, si la majorité avait une loi à laquelle elle obéisse, eh bien les choses iraient mieux. Mais notre monde d'aujourd'hui appartient aux minorités. Et ces minorités sont armées de bombes ou de mitraillettes, d'argent ou d'idéologie, mais trop peu parfois seulement de coutumes ou de savoir. L'injustice imposée aux Palestiniens aura été de beaucoup dans la montée du terrorisme. L'appauvrissement imposé à beaucoup de pays du tiers-monde aura des conséquences incalculables sur l'avenir des rapports entre les hommes de cette planète. Pourquoi ? Parce qu'il y aura de moins en moins d'hommes qui acceptent d'être petits, outragés, inconsidérés, bâclés, damnés, exploités. Et le monde deviendra de plus en plus une poudrière incontrôlée. La raison laissera sa place à la violence et à la révolte aveugle. Parce que ceux à qui l'on a refusé la mention d'humain choisiront. Ils choisiront d'être des bêtes brutes, sans foi ni loi. Sans autre loi en tout cas que le réflexe de survivance. Vous savez, la peur panique de l'autre là. Oui. L'autre qui ne nous ressemble pas. La peur de la bête traquée qui se croit obligée de mordre. Mais nous autres Africains et ressortissants des pays de la périphérie, nous ne voulons pas devenir un réservoir de terroristes ou de désespérés. Nous ne voulons plus rester comme ces populaces maudites là qui nagent comme des poissons dans des senteurs de démocratie d'État. Nous voulons maintenant faire partie entière de l'humanité. C'est vrai, les choses vont coûter. Et nous allons payer le prix. Et ce prix sera notre contribution à la cause du peuple humain. Parce que ce qu'on appelle Afrique là,
Je voudrais bien qu'on s'entende bien sur la métaphore. Ce qu'on appelle Afrique aujourd'hui, ça va au-delà de toute géographie pour concerner tous les déclassés, les pauvres, les laissés pour compte, qu'ils soient d'ici, de là ou d'ailleurs. Ceux que notre système contraint aujourd'hui à la périphérie. L'Afrique, c'est le monde de demain. Sony Laboutansi. Et donc je précise quand même, comme vous le savez tous, que Sony Laboutansi est mort il y a plus de 20 ans et que par conséquent les textes que vous entendez ont été écrits dans les années 80. Et c'est vrai que quand on les écoute aujourd'hui, 30 ans après qu'ils aient été écrits, ils résonnent de manière incroyablement prophétique et pertinente.